Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire organisé par JobCloud. JobCloud, c'est le leader de l'emploi en Suisse romande avec les plateformes d'emploi jobup.ch, jobs.ch et jobscode24.ch. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et également d'avoir notre invité du jour, Léo Bernard. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui. Bienvenue dans le webinaire de JobCloud. Merci Mylène. Hem, je vous envoie tout de suite le lien de mon profil LinkedIn dans le chat, comme ça vous pouvez, retrouver, tous les prochains webinaires organisés par JobCloud. Avant de commencer, quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons le replay par email demain. Et si jamais vous avez des questions, il y a également Karima qui est cachée dans la salle avec nous, qui voit tous vos commentaires dans le chat et qui va sélectionner aussi quelques questions. Donc n'hésitez pas à les envoyer tout le long du webinaire. Elle les sélectionne et on y répond à la fin, environ 10-15 minutes. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Si jamais vous arrivez à mettre un petit «oui» dans le chat, ça nous rassurerait, comme ça on sait qu'on peut démarrer et que tout est bon. Du coup, j'attends, vos retours. C'est tout bon, génial, trop bien. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Léo Bernard. Tu es le cofondateur de Blendy, une entreprise qui forme les recruteurs et managers au recrutement. Tu as été également recruteur, RH dans diverses entreprises. Tu es également créateur du podcast Tam Tam et l'auteur du livre qui vient de sortir, Permis de recruter. Plein de choses dans ton parcours, donc je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci Mylène pour l'intro et j'espère qu'on va dire des choses chouettes et qu'on aura des bonnes questions de la part des gens qui nous regardent. Et donc en effet, je réitère, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire Ouais, les questions que vous pourriez avoir et on y répondra en cours de route et ou à la fin. C'est ça, en fonction de exact. la pertinence des questions. Voilà, C'est le challenge, poser des questions hyper chouettes. donc allez-y. Euh, Allez-y. Merci du coup pour l'intro et en effet pour me présenter. Donc moi c'est Léo. Aujourd'hui ce que je fais c'est que je fais de la formation en recrutement avec Blendy et aussi des missions de conseil. Et en effet avant du coup de faire tout ça et là du coup je vois qu'il y en a une qui regarde. Dites-nous en commentaire si l'écran est bien partagé et si vous voyez bien Est-ce que vous voyez la bien les seconde slides? slide qui s'affiche. Dites-nous ça en commentaire. Non, il ne voit pas du coup. Non? Donc peut-être là, il va falloir changer ça. Est-ce que c'est Ouais, pas celui-ci? Je te heu, laisse faire ouais, peut-être. je regarde. On a un donc souci de bah, le temps que tu cherches ça, c'est pas grave, je vais pouvoir expliquer ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Ah, c'est bon, presque bon. Tu reviennes sur les slides. Hop, on va y arriver. C'est logique, c'est les aléas du direct, ça c'est toujours très chouette. En plus, on est un lundi matin. Je sais qu'en fonction des cantons dans lesquels vous êtes, il y en a du coup dans lesquels on travaillait le 1er mai, d'autres pas. Ça, c'était dites-nous dans le chat qui a eu la chance d'avoir un jour non travaillé le 1er mai. Mais je sais que voilà, ça dépend des différents endroits. Et là, c'est bon, ça devrait refonctionner. Normalement, c'est tout bon. C'est super. Et bien, trop bien. Et donc, en effet, comme je vous le disais, donc moi aujourd'hui, je fais de la formation et du conseil en recrutement. Avant ça, j'ai eu la chance d'être recruteur RH dans différentes entreprises. J'ai bossé dans du conseil, dans des grands groupes comme du L'Oréal, dans des startups. Et par rapport à tout ça, j'ai eu la chance de recruter en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en France, donc dans plein de domaines différents, plein de métiers différents, de l'ingénieur en traitement du signal jusqu'à du commercial terrain pour vendre des trucs à des restaurateurs. Donc c'était assez rigolo. Et de tout ça, du coup, j'ai eu une conviction que les gens ne sont pas assez formés au recrutement. Et donc on a créé Blendy aujourd'hui pour ça. C'est la question que tu me posais il y a 10 minutes, Oui. pourquoi avoir créé Blendy? Pour répondre aux frustrations qui sont que personne n'est formé au recrutement aujourd'hui. Et donc, en effet, outre la formation, on a le podcast Tam Tam que je vous conseille d'aller écouter et le livre Permis de recruter qui est disponible dans toutes les librairies de partout où vous êtes, à n'importe quel endroit où vous êtes, dans n'importe quelle ville en Suisse, vous pourrez trouver ce petit livre. Aujourd'hui, on va parler du coup des erreurs qui nous coûtent nos recrutements et de comment est-ce qu'on peut du coup rater son recrutement en effet à coup sûr. Mais avant de passer à ça, ce qui est important, c'est de rappeler ce que veulent les candidats et candidates aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent nos candidats et candidates? Qu'est-ce que tu en penses, Mylène? C'est quoi, toi, les candidats quand tu les rencontres? Alors les candidats, c'est très simple, ils veulent des processus de recrutement beaucoup plus rapides et aussi beaucoup plus de transparence dans le processus de recrutement et aussi des retours des recruteurs. Exactement. Ça, donc, tu as raison, tu as donné les bonnes choses. Et je vous ai mis quelques stats pour commencer. C'est bien de cadrer avec ce que veulent les gens. La première chose déjà à se dire, c'est qu'aujourd'hui, et ça, je pense qu'en tant qu'entreprise, vous l'avez remarqué, mais les candidats et candidates, ils partent du principe que c'est eux qui ont la main, c'est eux qui ont le pouvoir. Et plus on avance à travers les années, plus du coup, ils se disent, c'est moi qui décide. Dans des métiers en tension, dans des secteurs en tension, avec une seniorité plus ou moins forte, le candidat et la candidate se dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus exigeants.
Parce que plus on est en position de force, plus on est exigeant, ce qui paraît logique. Et qu'est-ce qu'ils veulent du coup ces candidats par rapport à ça? Là, il y a 3 études qui vont arriver, une sur la France, une sur l'Europe, une sur la Suisse, pour avoir différents panoramas. La première, du coup, qui est celle-ci sur la France avec Hello Work, qui nous disent qu'en numéro un, qu'est-ce qui est attendu? C'est le salaire. Et ça, c'est pas une surprise, Ouais. normalement. Numéro 2, ambiance de travail. Numéro 3, variété et intérêt d'émission. Donc le trio, c'est combien je vais gagner, avec qui je vais bosser et ce que je vais faire. Quand on compare avec une étude pour le coup qui est toute fraîche, celle-là, elle a quelques semaines, elle date de début avril. Donc c'est Robert Half sur l'Europe qui nous dit que le top 3, c'est quoi pour changer de job? Avoir plus d'argent. On y revient. Les gens s'ennuient, donc ils veulent des missions intéressantes. Ils se disent j'ai fait le tour de mon job, c'est ce que disent les candidats. Je m'ennuie dans mon job, je veux faire autre chose. La quête de sens et la vie pro vie perso. Donc on revient à la même chose. Je veux plus d'argent, je veux une mission intéressante et je veux que les gens avec lesquels je travaille au quotidien soient des gens cool et idéalement rentrer à l'heure plus ou moins, un horaire plus ou moins cohérent, avoir une bonne balance vie pro vie perso. Et quand on prend une étude qui a été faite celle-ci en Suisse par JobCloud, on nous dit quoi? Bah, c'est quoi les raisons pour lesquelles on bosse, on revient au triptyque. Je voudrais gagner plus d'argent, je cherche un nouveau défi professionnel et j'aimerais améliorer mon équilibre vie pro vie perso. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on voit bien que les attentes des candidats, peu importe le périmètre où on regarde et l'année, ça change pas trop. Il y a toujours en tête l'argent et ensuite il y a le reste. Donc le reste, c'est je veux faire plus de choses intéressantes, je veux un meilleur balance vie pro vie perso et j'aimerais évoluer sur mon job. Et donc la question, c'est est-ce que nous, entreprises, on répond à ça? Et on verra après sur les erreurs qu'on peut faire. Souvent, en fait, on parle des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour les candidats. Et donc, il y a un décalage entre ce qu'ils veulent et entre ce qu'on leur propose. Dernière stat que je voulais vous montrer sur le salaire pur. Là, c'est Robert Walters en Suisse qui nous dit qu'il y a 3 quarts des professionnels en Suisse qui aimeraient avoir une augmentation de salaire. Donc, si vous avez des salariés, attendez-vous à ce qu'il y ait 3 quarts de vos salariés qui vous demandent une augmentation de salaire cette année. Et les gens qui envisagent de changer si jamais il n'y a pas ça. Donc, en gros, les gens veulent plus d'argent. Et si jamais il n'y a pas ça, ils vont se détourner de leur job et ils vont trouver autre chose. Et ça, c'est assez dur en fait de commencer par ça, mais se dire que vraiment l'attente numéro un des salariés en Suisse va être ça. Et la troisième, c'est qu'il y a quand même un tiers de gens qui sont frustrés. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils gagnent, ils voudraient gagner plus. Et donc, la base de la base, avant même tout ce qu'on va raconter aujourd'hui, s'assurer qu'on paye bien les gens. Et pour ça, il y a un truc très chouette qui est l'estimateur de salaire. Est-ce que tu veux présenter, Mylène, Ouais. ce magnifique outil que j'ai découvert du coup via toi et je trouve ça vraiment trop bien. Ah bah trop bien. Bah, c'est l'estimateur de salaire de JobUp, Jobs, on l'a sur les 2 plateformes et c'est un outil en fait qui vous donne les salaires médians par profession sur le marché suisse. Donc c'est vraiment un outil qui est dédié au marché suisse et c'est très pratique pour savoir si les salaires de votre entreprise correspondent au marché, notamment bah, pour les négociations de salaire ou en deuxième, bah, pour les ouvertures de postes et donc appuyer vos décisions en fonction des salaires entrés par des milliers de professionnels. Donc au moins, vous pouvez vous baser sur de la data. J'imagine que vous pouvez aussi avoir de la data en interne, mais comme ça, vous pouvez aussi avoir de la data un peu plus externe pour vous fier. Voilà. Mais celle-là est vraiment chouette comme estimateur parce qu'il y en a des fois où c'est pas forcément tu sais pas d'où viennent les données. Oui, Quand tu tapes tu peux demander hein, sur ChatGPT, donne-moi un estimateur, ça va être très large et pas ouais. très fiable. Là, c'est fiable et j'aime bien le côté où tu as les différentes plages basses, milieu, hautes pour te Ouais, positionner. Donc moi, je l'ai découvert, je l'ai essayé, je le trouve vraiment chouette ouais. par rapport à d'autres qui existent. Celui-là, il est ouf. Et puis surtout, tu peux choisir ton canton. Ouais, Tu peux mettre aussi toute la Suisse. Et tu peux aussi avoir le salaire en fonction du nombre d'années d'expérience. c'est trop Donc, bien. trop bien. Donc en vrai, bravo pour cet bel outil. Donc Merci. en effet, ça peut aider pour fixer un salaire. Et avant de passer du coup à la suite, à savoir ce que c'est l'expérience candidat, moi je vous ai mis quelques screenshots intéressants pour vous dire en fait aujourd'hui, on part d'un niveau où de base, les candidats et les candidates ne nous aiment pas. Quand je dis nous, c'est nous les recruteurs, les recruteuses, les RH, les entrepreneurs, entrepreneuses qui n'ont pas de RH et qui recrutent directement dans les PME. Et donc, quand on tape sur Google, pourquoi les recruteurs? Bah, on ne rappelle pas, on répond pas aux candidats. Même la quatrième, t'imagines, pourquoi les recruteurs sont mauvais? C'est un Oups. peu violent quand même. Et quand on met en anglais, c'est encore pire. Les 2 derniers, on nous dit Why recruiters are bad for your career. Pourquoi ils sont mauvais pour votre carrière? Genre vraiment, c'est violent. Quoi. En fait, on ne nous aime pas. Et parce qu'on ne nous aime pas, les candidats et candidates en entretien auront un a priori négatif par rapport à ça. Et donc, à nous, en fait, de tordre le truc dans l'autre sens en se disant Je vais justement donner une bonne expérience candidat et arrêter de faire des erreurs. Et donc, ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, les 6 erreurs. Ils font qu'aujourd'hui, les gens ne nous aiment pas pour ça. C'est parce que les pratiques sont mauvaises que du coup, les candidats et candidates en entretien sont déçus. Et donc, c'est à nous de changer nos pratiques pour se mettre au niveau de ce qu'ils veulent. Et donc, pour ça, on parle de l'expérience candidat.
Et là, je vais commencer par une petite histoire très chouette, qui est l'histoire de Virgin Media. Est-ce que tu connais, Mylène, l'histoire de Virgin Media? Du coup, avant de te connaître, non, je la connaissais pas. Ah, Maintenant, chouette. oui, j'ai vu les slides, Maintenant, tu sais ce qui va se passer. mais non, je connaissais pas du tout. Et c'est en fait une des seules entreprises qui a vraiment mesuré l'impact d'une mauvaise expérience candidat. Donc l'expérience candidat dans les grandes lignes, c'est tous les ressentis que le candidat a de l'annonce jusqu'à l'offre d'embauche. Et du coup, c'est Virgin Media. Donc Virgin Media, c'est une entreprise en Angleterre où on peut payer ces 50 dollars enfin 50 livres par mois pour avoir accès à différentes chaînes. Voilà, ils vendent des chaînes télé, grosso modo. Et donc Louise, elle était fan de Virgin Media et donc son histoire, c'est quoi? Elle postule à un job. On lui dit bah ok, c'est cool, tu peux venir dans les lieux dans l'entretien. C'était à 2 heures de route, c'était avant le Covid, donc il n'y avait pas encore les histoires d'entretien, d'entrevue à distance. Et donc elle vit à 2 heures de route. Donc elle est mère célibataire, donc elle fait garder son enfant. Plus elle veut s'apprêter pour l'entretien, donc elle va chez le coiffeur. Elle va s'acheter ce magnifique tailleur qui est représenté ici, qui n'est pas du tout vrai, non. Et du coup, par rapport à ça, elle se dit bah voilà, je me donne pour ce job, c'est mon job de rêve, je suis fan de la marque, et donc je vais y aller en tant que candidate qui a qu'une envie, c'est de découvrir l'entretien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle arrive à l'entretien, elle a roulé pendant 2 heures, elle a fait garder son enfant, elle est chez le coiffeur, elle a investi du temps et de l'argent. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Une fois sur place, une demi-heure de retard, le recruteur. Donc, elle attend, elle poireaute dans l'accueil pendant une demi-heure, et il arrive à l'entretien, elle regarde son CV et il dit, vous n'êtes pas du tout qualifié, en fait, je ne sais pas pourquoi on vous a fait venir, merci, mais non merci. Donc, elle a investi du temps, elle a investi de l'argent, et elle a une expérience candidat qui est juste dégueu, Ouais. nulle, terrible. Et à votre avis, par rapport à ça, et je vous laisserai nous dire dans le chat ce que vous en pensez, comment réagit Louise? Donc Louise, elle est vénère, elle a 4 choix. Réponse A, elle prend sa batte de baseball, et puis le recruteur, elle lui met un grand coup, hyper vénère. Nous sommes contre la violence, je précise, mais bon, elle peut réagir avec violence parce qu'elle est en colère. Réponse B, du coup, elle se dit, bah, tu sais quoi, plus jamais je postulerai dans cette boîte-là, et même, je vais arrêter de m'abonner à Virgin Media parce que j'étais tellement déçu que je vais arrêter en tant que consommatrice de payer. Réponse C, elle veut se faire racheter, elle fait une magnifique tarte aux fraises. C'est la saison commence à arriver des fraises, donc on est de circonstances là, en début mai. Et donc elle offre ça au recruteur en mode s'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. Et réponse D, la réponse D. Dans le chat, je vous laisse me dire à votre avis comment vous aurez réagi et comment, à votre avis, Louise a réagi entre réponse A, coup de batte de baseball, réponse B, j'arrête de souscrire au service de Virgin Media, réponse C, j'offre un tarte aux fraises, et réponse D, la réponse D. C'est dur. Il y a une majorité de B. Est-ce qu'il y a des gens qui disent aussi autre chose, qui disent du A ou du C ou... Non, pas trop. Bah, c'est bien. En effet, Louise, elle est vénère. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se désabonne. Et comment est-ce qu'on sait ça? Du coup, c'est la réponse de Graham Johnson, qui était le DRH de Virgin à l'époque, et qui s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait savoir le nombre de candidats qui étaient aussi des clients? Parce que sur une marque en B2C, donc qui vend directement à des consommateurs et des consommatrices, il y a plein de marques B2C, je suppose, dans les entreprises que vous représentez aujourd'hui. Ben, en fait, il y a un impact direct sur les gens. Et donc, si elle a d'expérience candidat, est-ce que ça a un coût pour le business ou est-ce que non? Et donc, on continue. Et donc, ils ont regardé la donnée. Ils se sont rendus compte que quasiment 20% des candidatures étaient aussi des clients de l'entreprise, ce qui est beaucoup. Que 2 tiers des candidats ont mis un NPS en dessous de 6. Alors, si le terme de NPS, vous ne connaissez pas, en gros, c'est pour évaluer de 0 à 10 l'expérience qu'on a pu vivre. Souvent, quand on sort d'un supermarché, on va nous dire de 0 à 10, c'est évaluer l'expérience, ou je sais pas, quand on commande un billet d'avion ou de train ou que sais-je. Et donc, c'est des candidats qui ne sont pas contents. Et 6% de ces 18%, ce sont des abonnés. Quand on fait les maths, ça fait 123 000 candidatures rejetées sur un an. C'est juste sur un an. 6% qui sont des abonnés. 50 dollars, du coup, c'est ce qu'ils payaient mensuellement, fois 12 car ils payent à l'année. Ça fait 5,4 millions de dollars de pertes sèches pour Virgin Media à cause d'une expérience candidat qui n'est pas à la hauteur. C'est énorme. C'est énorme, t'imagines? C'est énorme. Et ça encore, c'est que l'estimation faible parce que c'est juste Louise. Mais sauf que Louise, elle a aussi dit à sa sœur, désabonne-toi. Elle a dit à ses potes, désabonne-toi. Elle a dit à ses parents, désabonne-toi. Et donc ça, c'est que le minimum de ce que ça peut coûter. Et donc si on est une marque B2C et qu'on traite mal ses candidats, on perd de l'argent. Ça, c'est ouf. Si on est une marque B2B, c'est aussi important, mais un chouïa moins important, on va dire, parce qu'il n'y a pas de conséquences directes sur des gens. Par exemple, si on vend de l'assurance à des entreprises pour un incendie, il y a moins d'impact si on fait une mauvaise expérience candidat. Les gens vont pas se dire, ah là là, je ne vais pas souscrire, parce que dans tous les cas, ils ne sont pas clients. Mais du coup, c'est grave d'avoir autant de pertes financières. Et donc, c'est là où on se dit qu'en fait, l'expérience candidat qui paraît comme un truc un peu mignon et bisounours, en fait, non, c'est du business. De toute façon, le recrutement, c'est du business. Mais là, on le réalise encore plus par rapport à ça. Et donc, c'est quoi du coup les chiffres en plus pour corroborer ça? Et ensuite, je vous dirai les erreurs qu'on va pouvoir commettre. D'autres chiffres, elles sont issues d'une étude de Yago et de l'IFAP qui nous montrent que la plupart donc là, la question était sur l'année dernière, est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences? Il y a 82% des répondants qui disent avoir eu une mauvaise expérience. C'est énorme. En gros, tous les candidats ont des mauvaises expériences quand ils postulent.
Et la première en haut, c'est qu'on nous dit que quasiment tous les répondants en fait, se disent que l'expérience de candidature révèle comment ils vont être traités une fois en tant que salarié. Donc en gros, l'expérience candidat a un impact sur l'expérience collaborateur. Waouh. Ça, c'est ouf comme truc. Ouais. Et pour qu'est-ce qu'ils n'aiment pas les candidats quand on leur demande? Un, c'est pas de réponse par rapport aux candidatures, une réponse automatique et impersonnelle, pas d'accusé de réception, et ils ont juste pas de retour. Donc ils vont en entretien comme Louise, et soit au pire des cas, on leur dit bah merci, non, merci, mais non merci, soit juste le ghosting. Ouais. Il se passe rien. Ouais. Il se passe, il y a un blanc, il y a rien, il y a pas de réponse. Et quand on a une réponse, elle n'est pas justifiée. C'est un message générique, et ça, du coup, ils aiment pas. Et c'est quoi les impacts sur ça? C'est que la plupart des candidats qui ont vécu une expérience négative vont réagir négativement. Négativement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il y en a 1 sur 2 qui va partager ça avec son entourage en disant bah, j'ai eu une mauvaise expérience dans telle entreprise, du coup, je n'y retournerai pas. 1 sur 2 qui estime que l'image de l'entreprise sera dégradée. Ça, du coup, pareil, c'est hyper, hyper impactant. 1 sur 2 qui ne repostuleront pas. Et plus d'un quart qui se disent j'arrêterai d'acheter des produits ou services de cette boîte-là. Ça, du coup, c'est assez impressionnant. En gros, ils sont tellement pas contents, les candidats, qu'ils sont prêts à ne plus acheter, slash à ne plus repostuler, ou alors à en parler autour d'eux. Et souvent, en marketing, on dit qu'un client mécontent en parle à 10, alors qu'un client content en parle qu'à 4. Donc, le négatif va créer plus d'action de la part des candidats que le positif. Ce qui est un peu triste, mais l'être humain est fait comme ça. Quand on est en colère, on est plus en colère que quand on est content Ouais. et on partage aux gens. Quand on regarde des fois les avis Google Maps sur différents sites, on voit les gens en colère qui mettent un 1 étoile parce que le serveur est arrivé avec 5 minutes de retard par rapport à la commande. Bon, bref. Donc ça c'est grave, et il y a 6 erreurs majeures qu'on va pouvoir faire qu'on va faire fuir nos candidats et donc rater nos recrutements. Dans un marché où on serait en plein emploi total, où il n'y aurait pas de problème, etc., ce ne serait pas forcément gênant. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de recruter. Les gens, les compétents, motivés pour nous rejoindre en tant qu'entreprise se font de plus en plus rares. Et donc, il y a plein de choses qu'on fait souvent qui, au final, nous font fuir les bons candidats. On va voir ensemble quelles sont les 6 erreurs. Est-ce que tu en connais une de ces 6, tu penses, Mylène, ce serait pas pour toi l'erreur principale? Qui font fuir une fois que tu es arrivé dans Ou l'entreprise même ou avant, même ouais. avant? Parce que moi, je dirais que c'est vraiment le non-réponse. Enfin, la non-réponse, c'est vraiment celle qui revient à chaque fois, en tout cas en tant que candidat. Employé, c'est encore autre Oui, c'est chose, différent. mais candidat, je dirais que c'est vraiment Tu la postules à une principale. boîte et Ouais, personne ne te ouais, répond, ou alors ouais, on te le dit trop tard. Au bout de 5 semaines, merci, mais c'est exact. déjà fini. Et puis les candidats sont vraiment très frustrés de ça Bah parce ouais, qu'ils postulent à énormément d'entreprises et puis finalement, mmh, ils ont un taux de retour qui est très tu faible. as Et 100% raison. puis le délai, c'est encore pire parce que les candidats qui font pas forcément un tableau Excel avec toutes les postulations, ils ont même oublié où ils ont postulé, Oui. donc Et une conséquence là-dessus, c'est que des fois, c'est tellement tard que l'entreprise appelle et le candidat, c'est même plus pour quelle entreprise il a postulé. Et on peut c'est pas lui ça. en vouloir parce que s'il y a 5 semaines qui s'est mis entre deux, Ouais. en 5 semaines, si tu es en recherche active de job, tu en as fait genre peut-être 100 des C'est ça. postulations. Donc nous, on conseille aux candidats effectivement de créer un tableau Excel Oui. et pour vraiment mettre toutes leurs candidatures et les enregistrer, et cetera. Mais bon, j'imagine qu'il y en a Mhm. aussi plein qui ne le font pas. On sent Donc, l'animation de tes webinaires B2C où tu parles à des candidats pour les aider dans leur recherche on de job. essaye, on essaye. Les 6 erreurs, c'est quoi? C'est mal se préparer en numéro 1. En numéro 2, c'est une annonce qui n'est pas à la hauteur. Le 3, c'est le process dont tu parlais un petit peu, des lenteurs et autres. Ouais. En 4, c'est l'attitude qu'on va avoir en entretien. 5, le sourcing. Et 6, l'évaluation des candidats. Pour rappel, un recrutement, c'est un peu un jeu d'équilibre où à la fois tu dois séduire un candidat et en même temps tu dois l'évaluer. Et c'est toujours la balance qui est compliquée entre les deux, mais ça, on y revient. Donc, numéro 1, l'erreur principale, c'est du coup la préparation. On lance un recrutement un peu à l'arrache, et je pense que là, il y a peut-être des gens qui ça doit être le cas, où on a un manager qui vient nous voir en mode bah, tiens, il me faut, je sais pas, un comptable senior pour demain, tiens, voici il faut juste tant de salaire et 5 ans d'expérience. Et c'est tout ce qu'on a. Et donc, c'est difficile, et donc souvent, on a des entreprises qui sont mal préparées à recruter, et souvent même qui font l'erreur de recruter alors que c'est pas un besoin. Moi, je dis souvent que le meilleur recrutement, c'est un recrutement dont on n'a pas besoin. Ça se trouve, tu peux former un de tes collègues, ça se trouve, tu peux faire une promotion interne, ou Mmh. à tous les coups, on peut le décaler à plus tard. Si on n'a pas l'argent et le temps pour recruter quelqu'un, c'est pas le bon moment de recruter. On peut décaler des fois un recrutement. Et donc, souvent, on se prépare mal. Alors, comment est-ce qu'on arrange ça? Première chose, c'est faire un brief, donc une réunion de lancement, un kick-off efficace. On s'assoit ensemble entre manager qui a un besoin et équipe de recrutement pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on prépare du coup une bonne liste de questions efficaces. Aussi, on s'assure d'avoir bien regardé le parcours du candidat. Souvent, une erreur majeure, c'est de dire, bah, allez-y, présentez-vous.
et ça dure 30 minutes. Tout le monde, le candidat, ça l'énerve, le recruteur, il s'ennuie et personne n'est content de ce truc-là. Je pense que vous l'avez vécu tous les deux en tant que candidate, le fameux bah, allez-y, parlez-moi de vous. Ouais, le Ça pitch. marche quand c'est 3-5 minutes, mais quand du coup c'est juste pas cadré, c'est pas intéressant. Donc Ouais. si en tant que recruteur, on regarde en amont le parcours du candidat, on sait ce qu'on va lui poser, on aura bien fait ça. Mais souvent, c'est pas forcément fait. Ouais. Il faut aussi bien vendre la boîte. Donc avoir un pitch qui sera hyper efficace, on va donner envie de rejoindre l'entreprise en question. Et surtout aussi parler rémunération. On en a parlé, c'est ce que veulent les candidats en numéro un. Et moi, une erreur que j'ai pu voir, et curieux de voir en commentaire si les gens, c'est ce qu'ils font ou pas en pratique, mais souvent on parle de la rémunération à la fin. Donc, au moment de faire la proposition d'embauche, la propale, on parle de salaire qu'à ce moment-là. Or, il faut rassurer un candidat dès le début, parce que s'il y a vraiment un décalage trop fort, tout le monde perd du temps. Le candidat, il va être frustré à la fin. Nous, on va perdre du temps avec des candidats qu'on ne pourrait pas avoir. Et donc, à la fin, ça ne marche pas. Je fais le parallèle. En ce moment, je suis en train d'acheter une maison. Et du coup, bah, typiquement, je ne vais pas aller visiter des maisons que je ne peux pas acheter. Ouais. Ça fait aucun sens. Et donc, tout le monde perdrait son temps. Après, il y a des gens qui font du tourisme immobilier et qui font ça juste pour le plaisir d'aller voir des villas ou autre. Mais du coup, sur le principe, c'est la même chose. Et donc, au tout début, on met de manière claire et précise qu'est-ce qui est important en termes de prix, de salaire, qu'est-ce qu'on peut proposer, ou une fourchette, éventuellement. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Ça, du coup, c'est les préparations. Donc, souvent, l'entretien est fait où les gens ne sont pas préparés. Et ça a un impact terrible. Le candidat s'en rend compte. Un candidat sait quand le CV n'a pas été vu. Un candidat sait quand c'est pas très pertinent le job en question ou qu'on n'a pas vraiment réfléchi aux missions, au manager. Un candidat sait quand il y a un risque sur la rémunération. Si on l'a dit à la fin, souvent, c'est qu'on veut la cacher. Ouais. Et donc, ça, du coup, ça ne marche pas aujourd'hui. Erreur numéro 2, c'est l'annonce. Alors là, j'ai mis, c'est une de mes annonces préférées du monde. À date, j'ai pas encore vu pire comme annonce. C'est un contrat de 4 mois où on demande à la personne de parler 5 langues, parce que tout le monde parle 5 langues, n'est-ce pas? C'est Tous les basique, jours, ouais. c'est basique. Enfin, genre, dès la maternelle, les gens savent parler 5 langues, et puis des langues compliquées en plus. Et en plus, de connaître les voies d'accès au Mont Blanc. Tout le monde pareil, c'est ça. Moi, dès 3 ans, perso, je savais comment Basique. monter, classique, quand j'avais mon petit sac sur le dos, mes petits crampons à 3 ans. Personne. Et pour ça, on propose juste la rémunération minimum. Donc ça, du coup, c'est juste pas possible. Et donc, c'est un exemple de, on exige plein de choses et on propose rien en retour. Ça, c'est un nom, ça s'appelle la symétrie des attentions. Donc, si on demande beaucoup à un candidat, on lui propose beaucoup en retour. Si on ne lui demande pas beaucoup, on ne lui proposera pas grand-chose. Plus on va être exigeant, plus du coup, il faut contrebalancer cette exigence-là. Si on veut les meilleurs candidats, il faut les meilleurs avantages. D'ailleurs, il y a une question dans le chat, j'en profite Ouais, par rapport trop au bien. salaire. C'est une question de Romain. Je comprends bien la volonté d'avoir plus de salaire. Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est pourquoi les collaborateurs en début de carrière s'attendent déjà à avoir un salaire de fin de carrière et du coup, comment faire? Aïe, aïe, aïe. Très bonne question. Il y a deux causes à ça. La première, c'est que tout coûte de plus en plus cher. Donc, tu as Ouais, l'inflation. Donc, du coup, les salaires à débutants augmentent. En tout cas, les gens se disent, j'ai besoin de plus d'argent en début de ouais. carrière. Mais ça, c'est le problème mineur. Le problème majeur pour moi, et là, je vais me faire taper dessus, mais c'est les écoles qui promettent des salaires ridiculement hauts à leurs étudiants. Moi, entre ce qu'on m'a annoncé quand j'ai fait ma fin des études et entre la réalité, il y avait un gros écart. Ouais. En gros, on me disait, ne prends jamais une offre à moins. À l'époque, j'étais moins de 45K et mon premier CDI, j'étais à 35. Donc, il y avait Mhm. déjà 10K en dessous de ce que j'aurais dû avoir. Alors que c'était sur un marché parisien qui était très haut à l'époque. Donc, pour moi, c'est les écoles le problème. Ok. Mais je Ok. vais me faire taper dessus par les écoles. S'il Non, y a des hyper. écoles, je vous aime. Mais du coup, il faut être plus réaliste. Et en effet, le marché, hein, il change beaucoup. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens sont hyper exigeants. C'est pas de l'arrogance pour Mm. moi, ou c'est pas de la méchanceté du candidat, c'est juste ils sont pas conscients de la réalité terrain. Mhm. Surtout dans un marché où là, il y a un peu une crise depuis quelques mois, où le marché est un peu stagne dans plein de secteurs. Et donc, les candidats, bah, ils sont pas OK parce que eux, depuis 5 ans, on leur dit en études qu'ils vont avoir ça. Mm. Et le marché baisse potentiellement dans un secteur. Et donc, du coup, ils sont déçus. Mais du coup, c'est peut-être aussi aux recruteurs de faire un peu de pédagogie par rapport à Exactement. ces candidats-là, de leur expliquer, de leur montrer aussi peut-être Avec les les mots-clés, fourchettes de avec les salaire, estimateurs, bien sûr. exactement, les fourchettes de salaire qui sont pratiquées en interne, avec des estimateurs de salaire, etc. Exactement. Tu prends l'estimateur et tu leur montres, Exact. regardez, sur le marché, nous, on Voilà, vous paye aujourd'hui dans le top 20%. voilà, Donc, en fait, vous ne pouvez pas demander déjà plus. c'est ça. Ou alors, si vous voulez plus, vous allez chez la boîte qui paye le plus, Ouais, hyper sans intéressant. citer d'autres entreprises. Et donc, sur l'annonce, c'est quoi les problèmes? Là, c'est une étude qui avait été faite où on avait demandé à des candidats de regarder une annonce et on regardait avec la petite webcam intégrée où est-ce que les yeux des candidats se portaient. Ça s'appelle une heatmap en Ouais. marketing pour voir, on fait pareil sur les sites des fois pour voir où les gens cliquent. Bah là, c'est la même chose. Et plus c'est rouge, plus c'est cliqué. Plus c'est blanc, plus les gens ne regardent pas. Et si on regarde, c'est assez drôle. En rouge, alors ça va peut-être dur à lire pour les gens qui nous regardent. En plein milieu, le truc qui est le plus regardé, c'est, je te donne en mille, Mylène, Le salaire? le salaire. Et en blanc, ce qui est tout en haut, du coup, ce qui est le moins regardé, ça va être le long paragraphe de présentation d'entreprise Ouais. dont tout le monde s'en fout.
C'est terrible, tu vois. Oups. Les gens s'en fichent de cette grande intro où on dit on est leader de notre marché depuis 15 ans, blablabla. Bla, bla, bla. Les candidats, ils veulent pas ça. Au niveau de l'annonce, quand on fait le top 3 de ce qu'ils veulent, c'est salaire, prérequis, détail du job. Donc, combien je gagne? Est-ce que je peux faire ces missions-là? Et qu'est-ce que je ferai au quotidien? Et ce qui est le moins important, c'est tout ce qui parle de l'entreprise. Donc, c'est quoi sa mission? C'est quoi sa culture? C'est quoi en tant que tel, les chiffres, les machins et autres? En fait, ça, c'est pas que c'est important dans l'absolu. Mais au moment de l'annonce, au moment de la postulation, c'est là où ça compte pas. Le candidat, il veut d'abord être assuré sur télétravail, salaire, voiture de fonction, Mhm. etc. Et ensuite, il ira voir le reste. Et ça, Ok. souvent, on fait l'inverse en tant qu'entreprise. On se dit, oui, mais le candidat, il est exigeant par rapport à ci, par rapport à ça. Au moment où il postule, oui. Après, c'est à nous, recruteurs, recruteuses, RH, en entretien, de convaincre le candidat qu'il est au bon endroit. Donc finalement, tout ce qui est marque Paradoxal. employeur, c'est plutôt pendant l'entretien que Ouais, sur bah, l'annonce. on peut le dire évidemment avant, mais en tout cas, au moment de la postulation, c'est Ouais. pas ce qui fera la différence. Sauf si on est une boîte qui fait rêver les gens. Oui. Si on est fan de montres et qu'on voit Rolex, oui, on va postuler, on s'en fiche. En Ouais. plus, on sait qu'on gagnera potentiellement bien notre vie. Et donc, on va y aller sans forcément regarder tout le reste. Par contre, si on est une boîte qui est pas connue, bah, ça marche pas. Si on Mhm. est, je sais pas, une énième, j'ai pas d'exemple qui me vient, boîte de conseil en informatique, bah, faut convaincre avec autre chose que ce qu'on fait. Parce que personne, à 3 ans, encore une fois, en tant qu'alpiniste, se dit, tiens, je rêve de bosser dans une boîte de conseil. Mm. Personne ne sait ce que c'est. Et donc, c'est là où c'est important. Et sur une annonce, du coup, enfin là c'était sur l'annonce, et sur les sites carrières, donc on parlait de marque employeur, c'est important d'avoir quelque chose qui soit à jour, qui soit joli, qui parle au candidat, et où l'expérience soit agréable. Il y a plein de sites carrières, c'est horrible, c'est pire que les sites des impôts, c'est affreux, genre on comprend rien ce qui se passe, c'est moche, c'est pas à jour. Et dernière erreur principale, du coup, c'est de pas avoir de salarié ambassadeur. Donc de se dire, bah, je vais donner la parole sur les réseaux sociaux à des salariés qui vont parler en fait en mon nom. Et ça, du coup, c'est super chouette. Et ça se fait pas trop. Et donc, du coup, notre marque employeur, elle n'est pas forcément à jour, pas forcément jolie. D'ailleurs, des fois, on ne sait pas faire, hein, c'est logique. Quand on demande aux RH de faire 12 000 choses différentes, ils ne peuvent pas non seulement faire leur job de quotidien, plus être des marketeurs. C'est un job du marketing, n'est-ce pas, de Ouais. faire ça. C'est pas le job des RH, sauf si, du coup, on se sert de partenaires. Et donc, typiquement, c'est là où JobUp peut intervenir. Et avec ces pages, j'en ai regardé quelques-unes qui sont très chouettes. Je ne sais pas Ouais. si tu veux dire un mot sur, Ouais. sur ça en plus. Bah, du coup, c'est les portraits d'entreprise qu'on a sur jobup.ch. Donc, c'est tout simplement une page qui va présenter en fait l'entreprise, un peu comme un site carrière, sauf que là, on est sur JobUp. Ça permet en fait aux entreprises d'avoir plus de visibilité, de faire connaître leur marque employeur, parce qu'on peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos, on peut mettre plein de choses. Et ça augmente également la visibilité sur les moteurs de recherche, puisque bah, voilà, JobUp est très bien ranké sur Google. Donc, du coup, les portraits aussi. Il existe une version gratuite et une version payante. Et en fonction de la visibilité que vous voulez avoir, bah, voilà, vous pouvez choisir vos options et ça commence à partir de 900 francs. Parfait. Et j'ai deux trucs à rajouter sur ce que tu dis là. C'est important. La première, c'est qu'en effet, un candidat ira d'abord voir une page JobUp qu'un site carrière. En fait, quand ils vont taper le job, ils vont faire confiance à l'autorité qui est proposée que d'aller fouiller. En plus, souvent, c'est coincé dans les entrailles entre les mentions légales, les machins, les trucs. Il faut les trouver, C'est les, les- ça, les pages ouais. carrière. Première chose. Et la deuxième, il faut être hyper authentique. Aujourd'hui, Ouais. les gens, ce qu'ils veulent sur une page carrière, c'est plus de la promesse de rêve ou j'en sais rien. Ils veulent juste de la réalité, du concret. Bah, combien je vais gagner? Qui sont mes collègues? C'est quoi la culture de boîte? Et donc, ils veulent un truc qui soit vraiment le plus réel possible. Il faut arrêter de vendre du rêve. Il faut être plus dans le concret, dans la réalité. Bah, nous, Surtout pour les jeunes générations. ouais, bah, en fait, effectivement, je rebondis. Nous, ce qu'on remarque, c'est que les candidats, ils regardent l'annonce et puis après, ils cliquent sur le portrait d'entreprise pour avoir en fait, plus d'informations sur l'entreprise. Mmh. Grave. Donc, on a beaucoup de candidats qui regardent les deux. Et c'est hyper important du coup de bien travailler Ouais. cette page-là. Ah bah, c'est sûr que s'il est vide, on arrive, il est vide ou Ouais. il est moche, ça donne pas du tout Non, envie. on n'a pas envie d'aller dans Non. l'entreprise. Donc ça, c'est la première. Et là, du coup, les gens sont même pas encore candidats sur l'annonce et les pages carrières. Et du coup, déjà, en fait, ils ont un impact négatif parce que si Ouais. c'est mal fait et si c'est des annonces qui sont pas ouf ou si c'est du coup un site carrière qui n'est pas développé, voire pas du tout présent, ou alors qui est fake, ça marchera pas. Et donc là, du coup, ensuite, erreur numéro 3, les gens postulent et on arrive du coup sur le lourd de l'expérience candidat. Et c'est là où il y a le plus d'erreurs, où typiquement les gens postulent et ils savent pas ce qui se passe. Là, pareil, j'ai des stats à donner. Une, c'est sur les délais de réponse. Donc là, c'est une étude pareille, c'est la même, la Yago IFAB 2024, qui nous dit que pour 80% des candidats, 79, mais disons 80, Ouais. 14 jours, c'est déjà trop. Waouh. Enfin, c'est déjà trop en termes de délai. Donc si on met 15 jours à répondre, il n'y a plus que 20% qui trouvent ça normal. Donc je répète, 80% des candidats partent du principe que plus de 14 jours, c'est trop. Alors que la pratique, je crois que je l'ai juste après, Ouais. elle est là. Hop, je reviens. Tac. La pratique, donc avec les stats de JobCloud, c'est qu'en moyenne, on est sur 2 à 4 semaines. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en gros, entre ce que veut le candidat et entre les pratiques qu'on a constatées sur le terrain, il y a un décalage. Ouais. Pourquoi? Moi, je vois une raison à ça, c'est que des fois, on se dit, bah, je vais mettre mon annonce en ligne et laisser 3-4 semaines à ce que tout le monde postule et ensuite, je répondrai à tout le monde.
Sauf que si on a un excellent candidat qui postule le jour 1 et qu'on lui répond le jour 30, il est déjà plus là. Et la pratique là-dessus, c'est qu'il ne faut jamais laisser des candidats sans réponse pendant, alors du coup, moi je vais paraître un peu extrême et radical peut-être, mais pour moi, plus de 3 jours, c'est trop déjà. Oh Il ne waouh. faut jamais qu'il y ait 3 jours qui se passent entre une étape. Donc tu postules, au bout de 3 jours grand max, on t'a dit oui ou on t'a dit non. Et ça, le manager du job et ou le recruteur peuvent très bien dire oui ou non rapidement. Voir un CV et dire oui, non, ça passe, sauf si on a 12 000 candidatures, évidemment. Donc numéro un. Après, la personne postule entre son premier entretien et le deuxième, pareil, 3 jours max, c'est bien. Quand on a vu le candidat en entretien, il n'y a aucune raison qui font qu'on ne peut pas répondre. On sait tout de suite si c'est un oui ou si c'est un non. Et donc, pour moi, par rapport à ça, il faut aller contrecarrer les choses et revenir sur ça, où quand quelqu'un postule, il faut répondre le plus vite possible. Et ça, avec un bon process, avec un peu d'automatisation, voire de l'IA aujourd'hui, il n'y a plus trop d'excuses pour ne pas le faire. La seule excuse, c'est pas savoir comment faire et comment s'y prendre. Et pour ça, je peux vous donner des tutos, si vous voulez, gratuits sur LinkedIn. Envoyez-moi un message. Deuxième stat qui est importante, c'est ça. Donc, c'est la même étude de Robert Half qui a quelques semaines sur population en Europe, qui nous dit qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit ce que veulent les candidats, 95% des candidats estiment que 4, c'est déjà trop. Donc, en gros, un bon process, c'est 2 ou 3 étapes, pas plus. Or, des fois, c'est beaucoup plus que ça. Oui. Et du coup, ça coince. Et donc, il faut se dire qu'il faut garder maximum 4, c'est déjà très bien. Toutes les études aujourd'hui montrent qu'en plus, ça suffit pour évaluer une personne. 4 étapes, ça suffit largement. Même 3, ça peut suffire pour évaluer si la personne a les compétences qu'on cherche et en adéquation culturelle. Et deuxième élément, donc juste en dessous qu'on nous dit, c'est le temps total. Un candidat estime que déjà 4 semaines, c'est déjà bien. Et si on est à plus que 4 semaines, c'est pas ouf. Donc, il faut répondre vite, il faut faire peu d'étapes et il faut faire un process global qui dure moins de 4 semaines. Et donc, ça, si on recompare par rapport à ça, on se dit que si déjà la première réponse arrive au bout de 4 semaines, c'est déjà trop tard. Plus on est rapide, mieux c'est. On est dans un monde d'aujourd'hui où tout va très vite, et notamment pour les plus jeunes. Quand on est aujourd'hui quelqu'un de la génération Z, la Ouais. fameuse dont on parle tout le temps, on peut avoir accès à, on fait Deliveroo, on a accès à un burger en 20 minutes, on prend Tinder, on a un date en 20 minutes, mais quand on postule, on attend 20 jours. Mm. Et c'est là où on se rend compte que ça coince. Et donc, il faut Tinderiser en fait le recrutement aujourd'hui en se disant qu'on va répondre plus rapidement. Alors, prenez pas tous les aspects Tinder, mais vous voyez le principe de ce que je veux dire. Et donc, typiquement, il faut aller vite, il faut faire les choses bien, et que la rapidité permette du coup de gagner en confiance par rapport à l'entreprise. Parce qu'on se dit qu'en effet, une boîte qui répond vite, quand on sera demain salarié, ça se passera bien. Alors que l'inverse est un peu compliqué. Du coup, on a pas mal de questions par rapport à Ah, tout ce trop que bien. tu as dit. Du coup, j'en profite. Donc, on a une question de Carole. Si on a 150 dossiers, comment répondre en 3 jours? Ne peut-on pas dire vous êtes en étape 2, on vous revient ensuite? Très bonne question. Alors, pour moi, une bonne annonce ne devrait jamais avoir 50 candidats en même temps, pour 2 raisons. La première, une annonce devrait être restrictive. Donc, typiquement, on devrait dire dans une annonce, par exemple, une phrase comme ne postulez pas si. Et ensuite, on met des raisons qui font que les gens ne viendront pas. Si on met le salaire, si on met donc moi j'appelle ça les pushbacks, donc c'est des phrases filtres qui éliminent les candidats qu'on ne veut pas recevoir. Ok. Quand on fait ça déjà, on réduit le nombre de candidatures non pertinentes. Et deuxième chose, dès qu'on passe une barre, après à nous de choisir, mais moi quand j'étais recruteur en interne, dès que j'avais 30 candidatures, je mettais en pause. Je traitais et je rouvrais ensuite. Et Ok. du coup, j'avais jamais en effet les 50 qui sont beaucoup trop. En fait, en plus, il y a une sorte de pression où plus ça s'accumule et plus du coup, ça nous donne envie de pas répondre. C'est un peu comme, je sais pas, Ouais. un placard mal rangé. On va Ouais. continuer à mettre des trucs et c'est quand ça explose qu'on se dit, OK, peut-être que là, ce week-end, je vais me mettre à ranger mon placard. Ouais. Bah, c'est pareil, 50 ce dossier de candidature à traiter, tu es là, j'en flemme. Et donc, mieux vaut arrêter et mettre en pause le job. Aujourd'hui, la plupart des job boards peuvent permettre de faire ça. Même genre tous, on met sur pause, il n'y a plus rien qui rentre, on traite ce qui est rentré et ensuite on rouvre. Ok. Il y a un risque peut-être léger de perdre la bonne personne qui était là à un bon moment et qui postulerait pas, mais si on est relativement rapide, c'est pas trop un risque et il peut être absorbé. Super. Et du coup, Il y a j'en une autre question, profite. ouais. Ouais, j'en profite, j'en ai juste une deuxième de Aline. Quand on a plus de 150 candidatures et qu'on a déjà fait un accusé de réception, est-ce que vous pensez que le délai de 3 jours doit être respecté? Euh, Oui et non. Déjà, c'est bien d'avoir fait un accès de réception. C'est déjà l'étape 1 de faire ça. Mais en effet, quelqu'un qui postule, si c'est notamment un bon profil, il faut les faire avancer rapidement. Et donc, je dirais peut-être faire une sorte de mini pré-filtre. On se prend 1-2 minutes allez, 1 minute par CV et on dit juste où on fait avancer les meilleurs. Et après, les autres, on peut les faire, leur répondre plus tard. Je me déteste quand je dis ça, hein, mais en vrai, on peut se dire qu'on fait avancer les meilleurs candidats, ceux qui correspondent le plus sur le profil, et les autres, on peut leur dire d'attendre en effet 2-3 semaines et qu'on revient vers eux si jamais ça se débloque. Ok. Mais typiquement, si on a des candidats extraordinaires et qu'on les fait attendre, il y a de grandes chances qu'ils partent ailleurs. Ok. Un bon profil, en 2-3 semaines, il trouve un job. Et donc, si on ne lui répond pas du tout, il ne viendra pas chez nous. Et potentiellement pire, il ira à la concurrence.
Donc en fait, ne pas répondre rapidement à un candidat, c'est laisser les concurrents prendre les profils qu'il nous faudrait nous et pas eux. OK. Donc c'est du business, encore une Ouais, fois. ouais, C'est un truc de compétition. ouais. Donc par rapport à ça, après, il y a un autre problème, c'est les process. Donc on revient à l'annonce. Des fois, en fait, on a des process qui sont ridicules. Là, alors j'ai mis un exemple où en fait, on comprend juste rien à un process. En fait, il y a plein de choses dans tous les sens. Il y a à la fois des tests à faire et des machins et des cas pratiques et une journée sur place, etc. Quand on a un bon process, c'est quoi? C'est on explique ce qui va se passer. Là, j'ai mis 2 bons exemples. Donc à gauche, premier entretien avec telle personne qui gère le recrutement pour faire quoi? Deuxième exemple, c'est un cas pratique pour voir ce qui va se passer. Troisième exemple, etc., etc., etc. Donc, en fait, on détaille ce que c'est un bon process. Et à droite, c'est pareil. Là, encore mieux, on donne le temps que ça va prendre. Donc, première étape, c'est 1 heure avec une équipe recrutement. Deuxième étape, c'est 1 heure avec le manager. Puis un exercice en remote, etc., etc. Et ensuite, il s'engage de tout faire en 20 jours et de répondre en 48 heures. Alors, si on prend un engagement, il faut le respecter par contre, ça c'est important. Mais typiquement, sur le process, il faut vraiment arriver à montrer aux candidats et candidates ce qu'on peut faire, pourquoi, comment, et donner un engagement. Et la phrase, par exemple, qu'on voit souvent dans les annonces ou dans les accus de réception, qui est sans réponse de notre part d'ici 21 jours, partez du principe que la candidature n'est pas acceptée, ça c'est plus possible aujourd'hui parce que ça va frustrer les meilleurs candidats. Encore une fois, aujourd'hui, on ne se bat pas pour un candidat lambda, on se bat pour les meilleurs candidats qui nous correspondent en tout cas à nous. Et donc, prendre du temps et perdre du temps, c'est perdre les meilleurs candidats. Et c'est dommage. Erreur numéro 4, c'est l'attitude quand on arrive en entretien. Et là, je pense, si on prend notre imaginaire collectif de candidats-candidates qui vont chercher un job, on a en tête des entretiens, des entrevues qui sont très mal passées, pour le meilleur comme pour le pire. Moi, la pire, c'était une personne qui avait les pieds sur la table et qui scrollait Instagram tout en me faisant l'entretien. Et je le voyais parce qu'il y avait des lunettes, donc je voyais le reflet de son Instagram. Enfin bref, c'était très Horrible. drôle. J'ai quand même pris le job parce que je ne savais pas dans quelle boîte, mais du coup, il n'y en a pas beaucoup, donc allez chercher. Et typiquement, on se sent très mal en tant que candidat. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible de faire ça. Donc l'attitude, elle a un impact. On en parlait avec l'expérience de Virgin Media. On peut pas en fait arriver en retard. On peut pas mal parler au candidat. On peut pas ne pas s'intéresser à la personne qu'on a en face de nous. Et donc l'attitude, c'est souvent un frein majeur. Moi, ce que je peux voir comme chose qui détruisent l'expérience candidat, arriver en retard, notamment quand on est en visio. 5 minutes en visio, même quand vous prenez des calls avec des collègues, 5 minutes en visio, c'est long. Oui. On est là à attendre. Et c'est très, 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 très long. On sait même pas si la personne va venir, si elle Ouais, nous a pas exactement. oubliés. Et on peut pas faire autre chose parce on est quand même à l'heure, donc on est un peu bloqué et il n'y a rien de pire que ça. Et donc, typiquement, si on est en retard, de dire au candidat, à la candidate, j'ai 10 minutes de retard, je m'excuse, j'arrive, ça prend 10 secondes à faire Ouais. et c'est OK. Deuxième chose, typiquement, des gens qui vont être des vrais murs de prison en entretien, soit parce que c'est leur personnalité, mais dans ce cas-là, il faut se faire violence pour un entretien parce qu'on doit quand même convaincre la personne, soit parce que c'est pas le bon moment. Moi, ça m'est arrivé par exemple de faire des entretiens où j'avais juste pas envie. Je venais d'apprendre une très mauvaise nouvelle, et donc quand on est de mauvaise humeur et qu'on a appris quelque chose de pas cool, qu'est-ce qui se passe? On n'a juste pas envie de faire l'entretien. Et donc dans ce cas-là, niveau décalé. Ouais. Niveau décalé qu'à un entretien avec de la mauvaise humeur. Troisième chose, on en parlait tout à l'heure, mais ne pas être préparé. Si on ne sait pas le job pour lequel on recrute et le profil de la personne, ça va juste être pas intéressant. Quatrième chose qui va casser l'expérience candidat, c'est de vouloir stresser nos candidats. Ça, il y a des gens qui aiment bien faire pour le côté test. Genre, tiens, je vais les mettre sous pression pour voir comment ils réagissent. Sauf que plus on met les gens sous pression, plus ils se défendent et moins ils sont honnêtes. Or, le but d'un entretien est d'évaluer la personne telle qu'elle est et ses vraies compétences. Et donc, si on stresse les gens, on a la version résistance au stress de la personne, qui n'est pas la version de tous les jours de ce candidat et candidate. Et donc, on verra un peu sur les process de recrutement, mais on ne stresse pas les gens. Alors qu'il y a des gens, ils aiment bien faire ça, pour le principe. Oui, mais moi, je suis une boîte stressante, donc je veux voir les gens comment ils réagissent par rapport à ça. Et s'il y a un imprévu, et s'il y a un incendie, qu'est-ce qu'ils feraient? Il y a eu quand des incendies dans ta boîte? Jamais. Il n'y a aucune cohérence. Enfin, des fois, c'est un peu bizarre. Et dernière chose, la posture haute, par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que beaucoup d'entreprises considèrent que c'est la meilleure entreprise du monde et que les gens devraient se battre pour aller chez nous. Mmh. Et ça, je pense que, en fait, souvent, on a aussi des fois un biais quand on est, je sais pas, 10 ans dans la même boîte. On se dit, mais oui, on est vraiment extraordinaire et les gens devraient se battre en mode Hunger Games pour avoir une place dans notre boîte. C'est pas ça aujourd'hui. Et donc, au contraire, il faut une posture basse et comprendre ce que veut un candidat et voir si oui ou non on est la boîte qu'il lui faut. Souvent, il y a des intervieweurs qui sont vraiment un peu arrogants, slash hautains en entretien. Ça marche jamais. Mmh. Sauf si vraiment, en effet, on est la meilleure boîte du monde. Typiquement, et je suis désolé s'il y a des gens qui ont bossé chez L'Oréal qui nous écoutent, mais quand j'ai bossé chez L'Oréal à l'époque, beaucoup de gens avaient une posture hautaine, en mode je suis L'Oréal, je suis la meilleure boîte de cosmétiques du monde, leader de mon marché sur tous les continents. Et donc forcément, les gens se disaient faut que tu te battes pour moi. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche plus. Faut que ce soit un win-win entre l'entreprise et le Exactement. candidat. Exactement, 100%. Et pour ça, je vous ai créé un petit moyen mémotechnique. Il faut avoir du tact en entretien. Donc, le tact, c'est 4 choses: temps, attitude, confiance, transparence.
Le temps, c'est quoi? On l'a dit un petit peu, on arrive à l'heure, systématiquement. Voire même, on arrive un peu en avance. Oui, c'est mieux. C'est encore mieux. Ouais, encore mieux. Si on peut se préparer 5-10 minutes avant, ça marche bien. Moi, j'ai des hiring managers avec lesquels je bossais qui étaient systématiquement en retard et j'ai dû trouver des idées ingénieuses pour qu'ils soient à l'heure. Une que j'ai fait au bout d'un moment, c'est que je faisais ça à son bureau, je tapais sur la table, je sais pas si on entend ça, mais en gros, des trucs très stressants parce que des fois, en fait, ils comprennent pas et donc Ouais. faire des méthodes un peu vénères, violentes. Là, on est au niveau 5, hein, parce que sinon, ça marchera plus. En mode, il faut que tu comprennes qu'il faut arriver à l'heure, voire en avance. Et donc, le temps, c'est important. En fait, si on arrive en retard, ce que ça signifie, c'est ton temps est moins précieux que le mien. Mhm. Et du coup, bah, le premier acte qu'on va avoir l'entreprise est du non-respect. Ouais. Et il faut se dire aussi, en faisant le parallèle, on n'arriverait jamais en retard à un rendez-vous client. Bah, c'est pareil pour un candidat. Et le candidat peut être le client de demain. Exemple, on a une personne demain qu'on va voir en entretien, il va partir demain en boîte de conseil. La boîte de conseil doit choisir une presta pour un truc, ils vont nous choisir nous ou pas par rapport à ça. Et donc, le temps, c'est sacré, on arrive en avance, jamais en retard. Et si jamais on arrive en retard, ce qui peut arriver, on prévient la personne. Numéro 2, c'est l'attitude. Donc là, typiquement, se dire que chaque intervieweur représente l'entreprise. Ouais. Si demain j'ai un entretien avec le HUG, bah, du coup, typiquement, je me dis que les personnes me verront moi en tant qu'ambassadeur de cette entreprise. Et donc, c'est là où c'est hyper important, c'est que notre attitude a un impact direct sur la perception qu'aura le candidat de l'entreprise. Et ça, du coup, c'est hyper chaud et souvent on l'oublie. Et donc, on doit être le visage de l'entreprise pendant 1 heure. Même si on a passé un mauvais moment avant, même si on a appris mauvaise nouvelle, même si, je sais pas, on n'est pas content de ce qu'on a mangé le midi parce qu'il y avait des brocolis, on doit quand même montrer un visage parfait à l'entretien. Numéro 3, c'est la confiance. Là-dessus, en fait, il faut se dire qu'il y a des candidats qui vont être en stress en entretien. Et notre rôle va être de faire en sorte qu'ils s'imaginent qu'ils passent leur meilleur moment possible. Donc, un candidat doit se dire waouh, cette personne-là me met dans des bonnes conditions, me fait sentir heureux et et un côté, comment je dirais, où on va vraiment améliorer, de la confiance en eux aux gens. On doit se dire on va maximiser la confiance en eux des gens à qui on a un entretien. Et c'est beau, en fait, c'est noble comme mission. C'est-à-dire qu'en tant qu'intervieweur, pour nous, c'est banal. Passer un entretien quand on est recruteur, tu le fais tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, ça pendant des années. Un candidat, à tous les coups, c'est leur premier entretien en 2 ans. Ça, tu dois le répéter en séminaire, en B2C, Oui. mais du coup, c'est du stress. Ouais. Et donc, il faut leur donner en sorte de la confiance totale en mode, t'inquiète pas, tu es quelqu'un de bien, tu as des bonnes compétences, tu y arriveras à faire ce que tu veux. Et donc, on va vraiment avoir une posture de chouchoutage un peu des candidats en entretien. Même si on sait qu'on va devoir pas les sélectionner. Ça, du coup, c'est un peu dur. Mais Ouais. même si on va dire non à la fin de l'entretien et qu'on sait qu'on va dire non, il faut quand même qu'ils aient l'impression qu'ils soient des gens compétents. Il Ouais. n'y a rien de pire, sinon ça démolit la confiance en eux. Ouais. Et numéro 4, la transparence, ça veut dire quoi? On dit toutes les choses qui vont se passer. On ne cache rien. Bon, sauf par exemple, tiens, tu auras un manager qui sera hyper toxique. D'abord, on vire le manager toxique et ensuite on fait le recrutement. Mais du coup, tout doit être dit avec transparence. C'est hyper important de se dire, les gens que j'ai en face de moi, ils doivent tout savoir. Ils doivent être au courant de tout ce qui se passe et on cache rien en entretien. On cache rien idéalement à l'annonce, on cache rien pendant l'entretien pour que le jour J, il n'y ait pas de découverte majeure. Si on vend du rêve et qu'on cache des choses et que les gens arrivent, ils vont juste partir au bout de 2 semaines. Et donc, on aura perdu du temps et de l'argent avec un process pas ouf. Hop là. Du coup, j'avais déjà dit, j'avais préparé des détails pour expliquer ça, mais je vous l'ai dit à l'oral. Erreur numéro 5, c'est un sourcing très approximatif. Je pense qu'il vous est déjà arrivé de recevoir des messages de recruteurs et de recruteuses qui sont juste pas ouf. Ça vous est déjà arrivé, toutes les deux, Megan? Ouais, Ok. bah, en fait, pour moi, le pas ouf, c'est le non personnalisé, en fait. Je Ouais, dirais un que copier-coller. voilà, Où tu te dis, bah, en fait, j'ai reçu ça, mais comme 200 autres personnes ont reçu ça. exact. Et ça, du coup, tu n'as pas forcément envie. On reprend le Et parallèle encore, tu avec. as Ouais. reçu un retour. Oui, exactement. Déjà, tu as quelqu'un de contact. Mais tu vois, on fait parler avec Tinder. Si tu Ouais. fais le même message, enfin, premier message quand tu fais du dating, ça marche pas. En mode bonjour, belle photo. Oui, mais Et encore. En fait, tu te sens pas unique et du coup, tu es là, vas-y, next, et ouais. tu vas bloquer la personne. Et là, je vous ai mis des exemples de moi, ce que j'ai pu recevoir alors, dans ma messagerie. Il y en a un. Donc voilà, donc Léo, votre profil me semble pertinent dans le cadre d'une recherche pour un poste de talent acquisition. Nous disposons d'opportunités on-site chez nos clients. Peut-être êtes-vous à l'écoute du marché. Sur quel numéro êtes-vous joignable? Merci. Qu'est-ce qui me donne envie de répondre dans ça? Rien. Parce que du coup, c'est un copier-coller. Pardon, il y a le Léo qui est personnalisé quand même. Pas Le mal, prénom, pas mal. pas mal. Ça aurait pu Ça être un pourrait être mauvais pire. prénom, n'est-ce pas? Et donc, juste après, en fait, on me dit des choses, mais du coup, il n'y a rien d'intéressant. Et je me dis, bah oui, mais pourquoi je te répondrai à ton message? Numéro 2, Hello Léo, je travaille pour une ESN Pure Player Big Data. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est une ESN Pure Player Big Data. Nous recherchons actuellement un recruteur. Serez-vous enclin à en discuter? Bonnes vacances et bon retour. T'étais en vacances? Et j'étais pas en vacances. Et du coup, d'où vient ce message? Ça fait un semblant de personnalisation, mais en fait, du coup, non, parce que je pense que c'était une erreur. La personne avait dû l'envoyer à la Mmh. personne d'avant, Mmh. et du coup, m'envoyer ça après. Donc, c'était un peu étrange. Donc, non, j'ai pas envie de répondre parce que je sais pas ce qui va se passer.
Autre exemple, celui-là est quand même pas mal. Donc, bonjour Yvan. Pour rappel, moi, c'est Léo. Donc, on se trompe de prénom en me disant que j'ai un intérêt pour un séminaire de Refti auquel je n'avais pas participé. Donc, en gros, non seulement on se trompe de prénom, on me dit que j'ai participé à un truc que j'ai pas fait, et après, on me dit je me trompe pour l'interrogation. Bon, là, du coup, c'était un peu poussé. Mais en fait, souvent, on a ça, et ça, vos candidats, en fait, ils ont en permanence ça en masse dans leur LinkedIn. Et souvent, en plus, plus le poste est dur à recruter, plus il va en avoir. Ce qui est Ouais. logique. Parce qu'un poste qui n'est pas pénurique, genre en marketing, tout le monde veut faire du marketing et il y a moins d'offres. Donc, il y a moins de sourcing. Par contre, si on veut recruter des commerciaux au terrain, un job hyper compliqué dans tous les secteurs, dans tous les pays, bah, du coup, là, les commerciaux, ils vont être tellement démarchés qu'ils répondront qu'aux messages qui seront bien faits. Et donc là, il faut faire un sourcing qui sera hyper efficace par rapport à ça. Et donc les erreurs majeures, c'est ça, on ne connaît pas sa cible, donc on ne sait pas ce qu'ils veulent pas. On a des mots-clés qui sont faits à l'arrache, on envoie du spam. Comme tu disais, on ne personnalise pas, donc c'est du copier-coller. Ouais. Un bon message, c'est un message qui est super personnalisé, qui est bien écrit, qui est copyrighté, surtout à l'heure de l'IA aujourd'hui. Il y a plein de gens qui servent de l'IA pour faire des messages encore plus génériques qu'avant, encore plus chiants à lire, et donc ça ne marche pas. Et c'est un peu le paradoxe, c'est que plus on est humain dans son message, plus on aura des réponses. Parce que du coup, c'est un humain qui parle à un humain, alors que si on a un message hyper générique où on ne donne pas envie de répondre, bah, ça ne marchera pas. Et donc, du coup, notre sourcing bâclé, non seulement les gens ne répondront pas, mais en plus, ils auront une image négative de l'entreprise. Moi, je me souviens de boîtes qui m'ont chassé, que je ne citerai pas, où je me dis, bah, le message est nul, ça veut dire que leurs pratiques recrutement sont nulles. Et donc, je n'irai pas y bosser. On fait un parallèle de cerveau qui est assez rapide et donc un candidat peut mal le vivre et ne plus postuler chez vous parce qu'il aura reçu un message de sourcing qui sera nul. C'est fou, toi, parce qu'en plus, tu es dans le recrutement. Donc, normalement, tu devrais recevoir à minimum des Ouais. bons messages. Non. Tu sais, on dit souvent les coordonnées sont les plus mal Ouais, chaussés, bah, du coup, oui. le classique. Quoi. Numéro 6, l'évaluation, et c'est la dernière erreur principale. En gros, donc on a dit tout à l'heure, le recrutement, c'est séduire un candidat, / l'évaluer pour voir si, oui ou non, il ou elle a les bonnes compétences. Or, souvent, les méthodes d'évaluation sont un petit peu faites à l'arrache. Je ne sais pas si tu as des exemples, Mylène, de méthodes d'éval où tu te dis, bah tiens, là, quand on m'a évalué en entretien, c'était un peu bizarre, genre des trucs qui t'ont pas plu, où tu te dis, comment ils vont m'évaluer par rapport à ça? Non, j'avoue, j'ai pas de Tu as eu de la mauvais chance. exemples. Ouais, le seul truc que j'ai eu, moi, c'est les études de cas avec des exemples, mais pour moi, c'était OK. C'était OK. Ouais. Mais tu vois, souvent, bah, on parlait tout à l'heure, parlez-moi de vous. Ouais. Il y a des fois d'entreprises que je forme, quand je leur demande, bah, c'est quoi ta méthode? Ah, bah, pendant 1 heure, je vais parler à la personne. Ah Mais non, c'est-à-dire, bah, du coup, genre, parlez-moi de vous et ensuite je creuse. Par rapport non. à ce que la personne me raconte, je creuse sur ça et je creuse sur ça et sur ça et les incohérences de parcours. Ah, les incohérences de parcours. Et pourquoi il y a Ouais. un trou de 1 an dans le CV? Et on part du coup dans des trucs un peu Ouais. bah, voilà, chamaniques et divinatoires et ça marche pas. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui scientifiquement fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Je vous en ai mis quelques-unes là qu'on va pouvoir voir ensemble. Il faut faire hyper attention à ce qu'on utilise parce que la méthode d'évaluation, elle va directement avoir un impact sur la volonté du candidat ou non de passer à l'étape suivante. Si on évalue mal une personne, pas bon. Par exemple, graphologie. Je sais que c'était la mode pendant à une époque. Bah ça, du coup, c'est non. Enfin, j'ai pas besoin d'élaborer sur ça, mais typiquement, non, on peut pas voir quelque chose sur une personne par rapport à comment la courbe de ses L va être faite. Les échantillons de travail, ça par contre, c'est une très bonne méthode. Donc, par exemple, vous recrutez un graphiste ou un designer, bah, regardez ses réalisations dans le passé, c'est hyper important. Il n'y a rien de mieux d'ailleurs pour un métier où on peut voir les réalisations. Par contre, demander de faire ça à un comptable, Oui, non, c'est pas plus adapté. compliqué. Montre-moi ton Excel. C'est pas ouf. Les tests de la boisson chaude, donc ça, du coup, c'était un peu du bullshit de LinkedIn où on nous dit, bah, par exemple, par rapport à ce que la personne demande quand elle arrive en entretien, entre un allongé, entre un ristret, Oh, entre un chocolat chaud, qu'est-ce que ça veut dire de la personne? Il y a vraiment des gens qui pensent que c'est une vraie ça truc. fait peur. Donc, ouais, ça, on oublie. L'astrologie, bon, je l'élabore même pas. Le non-verbal, ça, c'est hyper important et je voudrais peut-être au moins garder celui-ci. En vrai, on part du principe des fois qu'on peut évaluer les gens par rapport à leur non-verbal. Si la personne est comme ça, tu vois, genre, ou alors tu sais, genre affalée sur son fauteuil, Ouais. on se dit bah ça veut dire que la personne n'est pas engagée. Non, juste la personne est stressée, la Ouais. personne est juste telle qu'elle ou comme elle est. Et donc en vrai, on fait beaucoup d'analyses entre si la personne se comporte comme ça et parle de cette manière, alors ça veut dire que ça. Aujourd'hui, la science est formelle, il n'y a rien dans le non-verbal qui montre quoi que ce soit de performance d'une personne. Et donc, c'est uniquement des construits qu'on a où on se dit, bah voilà, le coup de. Par exemple, le fait de ne pas regarder dans les yeux. Si je te Mhm. parle et que je te regarde comme ça, on va se dire que ce n'est Ouais. pas une bonne chose. Alors, si je suis développeur, on s'en fiche. Mm. Par contre, c'est vrai que si je suis commercial, c'est temps de parler face à toi, Ouais. avec une posture bien Ouais. comme il faut, Ouais. à te regarder dans les yeux, à te sourire. Ouais. En fait, si le non-verbal a un impact avec le job qui sera fait, oui. Mais dans le reste des cas, soit 90% des cas, ça ne sert à rien. Et si je vous montre du coup l'exemple derrière, hop, je reviens un petit peu en avant, hop là, en arrière. Les stats. Donc c'est une méta-analyse. Je vous ai pas mis les refs parce que c'est 100 pages d'universitaires qui font des trucs, c'est pas intéressant. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? L'âge, 0% d'impact.
L'âge d'une personne, qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60 ans, a zéro impact sur quoi que ce soit en fait de performance. Rien. C'est genre zéro. L'expérience, avoir 5 ans d'expérience, 10 ans, 15 ans, pareil, c'est que 7% en gros, de prédiction de la performance future, soit rien. Et donc souvent, tu vois, dans les annonces, on voit avoir 5 ans d'expérience requise ou Ouais. 10 ans, bah, ça n'a pas trop d'intérêt. Le meilleur exemple que je puisse te donner, les pizzas. Si tu as des gens qui, depuis 30 ans, font des pizzas, elles sont mauvaises. Et tu as des gens qui vont se reconvertir et qui vont aller passer 6 mois, je sais pas, à n'importe quelle ville en Italie pour apprendre la vraie pizza, je sais pas, à Naples, la vraie pizza napolitaine, et qui reviennent et qui font des meilleures pizzas que la Ouais. personne qui, depuis 30 ans, fait des pizzas pas bonnes. Mm. Et donc, l'expérience ne veut pas dire compétence. Et les 3 meilleures choses à faire, donc c'est des tests cognitifs, mais ça c'est mal vu, c'est des tests en gros d'intelligence brute, rien que le terme est barbare et donne pas envie. Donc les 2 meilleurs qui nous restent par élimination pour évaluer un candidat, qu'ils le prennent bien et que nous on puisse évaluer efficacement, c'est extrait de travail ou mise en situation. Pour un commercial, bah, on fait un cas pratique, tu vois, Ouais. genre je sais pas si tu veux me vendre des produits dans une marque de pharmacie, bah, moi je suis le pharmacien et toi du coup tu fais la commerciale et tu me Ouais. vends des trucs. Ou alors un entretien dit structuré qui est juste la meilleure méthode de toutes les méthodes de tous les temps pour évaluer une personne. C'est pas le but de séminaire, donc de webinaire, on ne va pas élaborer dessus, mais tapez entretien structuré sur Internet ou envoyez-moi un message et je vous balancerai des articles qui parlent de tout ça. Et donc, il y a des méthodes efficaces qui fonctionnent et donc on bannit les méthodes d'astrologie, de graphologie ou juste parlez-moi de vous pendant 1 heure et on prend des méthodes qui sont efficaces. Si on résume ce qu'on vient de se dire, donc c'est dans l'autre sens. Si on résume ce qu'on vient de se dire, à retenir, l'expérience candidat, c'est pas un truc de bisounours mignon en mode ah c'est cool de faire ça, ça serait bien de répondre à tout le monde. Non, en fait c'est du business. Il y a un impact derrière et on perd de l'argent si on le fait pas et on en gagne si on le fait bien. Il faut donc soigner ces candidats en trouvant les bonnes méthodes d'évaluation, en leur répondant en temps et en heure, en faisant des process qui soient pas infinis, genre c'est pas l'histoire sans fin, l'expérience candidat, ça doit s'arrêter au bout d'un moment, en ayant une expérience candidat qui commence dès le début, donc dès le site carrière, dès la page d'entreprise, dès l'annonce et qui va jusqu'à l'onboarding. Et pareil, dans son sourcing, on fait hyper attention à faire des messages qui soient OK, honnêtes et efficaces. Donc ça, du coup, c'est tout ça ce qu'on a vu. Ça a un impact direct sur les candidats qu'on va perdre. Et on ne veut pas perdre nos candidats, surtout les meilleurs candidats. Et donc, pour finir, j'ai un mini cadeau que je vous offre. Alors, c'est pas fini parce qu'on va avoir des questions et on a la pub pour le prochain webinaire qui Ouais. arrive. Mais du coup, je vous laisse scanner sur vos écrans ce petit QR code qui vous ramènera vers différentes ressources que je vous ai combinées, que vous pouvez du coup utiliser, qui sont des trucs pour aller plus loin, des liens de podcast ou autres. Le lien vers Estimateur de l'estimateur de salaire. salaire qui est au tout début aussi, que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas le temps de le prendre en note tout à l'heure. Donc QR-codez votre écran, faites un screenshot et pour plus tard, Et on vous c'est envoie des petits cadeaux. également le lien dans le chat. Et ben, il y aura le lien dans le chat, du coup, parfait. Donc, s'il n'y a pas de QR code sur le téléphone, il y a aussi le lien. Est-ce qu'on prend les questions avant de faire le teasing du Oui, je prochain? pense. Avec quelqu'un d'incroyable en plus, ça va être trop chouette. Gros teasing. Gros teasing. Du coup, je crois que tu peux aller sur la slide d'après. Alors, Ah oui, merci Karima de m'avoir envoyé toutes les questions. chouette. Donc, on a une première question de Karim. Devrions-nous débuter par une information salariale dans les 10-15 premières minutes de l'entretien? Pour moi, oui, plus c'est tôt, mieux c'est. Après, je dirais, il y a une différence, c'est que si vraiment on paye très mal, il faut attendre d'avoir un petit peu séduit les candidats avant de leur dire, parce Ok. que sinon ils vont se dire, ils vont avoir cette première information et ça va créer un a priori négatif. Donc si on paye vraiment en dessous du marché, on ne dit pas, par exemple, si on est dans l'associatif, dans les ONG, dans le public, on va le dire plutôt à la fin du premier entretien. Mais si on paye normalement bien, oui, dès le début, c'est mieux. Ça, du coup, on pose les bases en fait en disant, je suis transparent. Ok. Voici ce que je te propose. Ok. Trop bien. Le plus tôt, le mieux. Une autre question de Daniela. Que répondre aux candidats qui ont un bon profil mais qui ne sont pas immédiatement conviés en entretien? C'est-à-dire, Alors, j'ai pas plus de ouais, détails, bah oui. mais j'imagine qu'ils sont pas conviés parce que, peut-être soit l'entreprise a manque de temps Ah oui, on n'a ou pas eu le temps en gros alors, de leur parler. il y a peut-être aussi d'autres candidats qui sont en train Ok, dans oui, une c'est autre trop tard quoi en étape fait. ou Ils sont bons sur le peut-être papier, mais on arrive trop tard. peut-être, Il ouais. y a un truc qui est bien là-dessus, c'est une pratique qui est une pratique qui vient du marketing. En fait, on fidélise des clients. Donc en marketing, on a des newsletters avec nos prospects et on leur envoie des messages régulièrement. Bah, en recrutement, la même chose est possible. Donc en gros, on va pouvoir, ces candidats qui sont des bons candidats, on se dit tiens, j'aurais bien aimé le recruter, mais en effet, c'est trop tard ou alors on a déjà choisi quelqu'un d'autre. On les met dans une liste de diffusion et on leur envoie des trucs régulièrement. Dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé et dans la plupart des clients conformes, on met en place ce système qui s'appelle du nurturing. Alors le terme est un peu barbare, Ouais. on peut dire le shootage de candidats. Et donc typiquement, c'est les meilleurs candidats, on leur envoie des informations sur l'entreprise, sur le business, sur des offres qui s'ouvrent, sur des temps un peu informels, off, genre je sais pas, des séminaires ou des restaurants, des anniversaires et autres. Et du coup, le jour où il y a un poste qui s'ouvre, qui leur correspond de nouveau, ils sont déjà prêts parce qu'ils ont déjà été nourris
régulièrement de contenu. C'est la même chose avec n'importe quelle marque. Je sais pas, moi je prends l'exemple, j'ai des chaussures, c'est la marque Asphalt qui est très chouette où ils font des chaussures, comment on dit, dépareillées, enfin les gauche et droite sont pas les mêmes. Et du coup, bah, tous les mois, ils m'envoient des messages en me disant, tiens, regarde, on a ce nouveau modèle, ou tiens, on fait ça, ou regarde, une démarche RSE. Et du coup, normalement, bah, quand j'ai envie d'acheter des chaussures, vu qu'ils m'ont envoyé des messages régulièrement, j'ai envie d'acheter chez eux et pas chez un concurrent. C'est pareil pour l'entreprise. Trop bien. J'avoue, je savais pas que ça se faisait aussi dans ce cas de figure-là. Mais en Donc, marketing, du coup, tu dois le faire régulièrement, oui, donc c'est la même chose. En fait, de toute façon, le recrutement a beaucoup de marketing aujourd'hui. oui, de plus en plus. On a une autre question de Cédric. Lorsque l'on publie une annonce, on est inondé de postulations, ça peut arriver, et peu sont dans la cible. Est-ce que de mettre dans l'annonce que l'on répondra seulement aux postulations, répondant aux critères est contre-productif? Ça dépend comment c'est formulé. Tout à l'heure, on parlait des phrases filtres. Donc, par exemple, de dire, enfin, exemple, un rôle de manager ou de manager de commerciaux où on attend quand même que la personne fasse 50% de sales directement. Ouais. Donc, il faut et du management et du terrain. Mmh. On peut dire, ne postulez pas si vous voulez faire que des réunions et être juste un rôle de manager parce que du Mmh. coup, ça sera déceptif et surtout, ça ne correspondra pas à l'attente. En le mettant, en théorie, on aura moins de gens. Et s'il y a des gens qui postulent quand même et qui ont un profil en effet 100% management et 0% terrain, bah, du coup, on peut juste leur envoyer un accès de réception classique. Je dirais pour moi, aujourd'hui, avec n'importe quel outil, ça prend quelques secondes de faire des réponses en masse Ouais. aux gens qui n'ont rien à voir avec le job. Et donc, on fait avancer à l'étape suivante les gens qui sont pertinents et les autres, au moins un accès de réception peut suffire. Et ça, on peut le faire directement dès qu'on voit le CV. C'est ça que du coup, moi, comme pratique, je recommande sur tous les jobs, tous les matins, de regarder qui a postulé la veille et de répondre directement. Et si c'est des gens pertinents, on les fait avancer. Et donc, on perd pas de temps. Et l'impact, il est génial. Genre, si Ouais. tu postules le lendemain, on te dit tu viens, c'est trop bien. Et inversement, on peut dire non à la personne. Par contre, de faire un message qui sera envoyé le lendemain ou 2 jours après, parce que si on répond tout de suite non, les gens se disent que c'est une IA qui les a filtrés. Et donc, on peut dire, je sais pas, quelqu'un postule un lundi, le mardi, tu regardes, tu te dis, bah tiens, la personne n'est pas pertinente, bah, tu envoies pour vendredi une réponse négative. Mais pas besoin de personnaliser. Si la personne est en effet à côté de la plaque, bah, du coup, elle sera elle-même que dans tous les cas, ça n'allait pas. Ouais, ça, Il n'y effectivement, a pas de risque. on a le retour des candidats qui disent que les réponses trop rapides, on a l'impression que la personne n'a C'est pas lu ça. notre CV, quoi. Et ce qui arrive des fois souvent, les Oui, gens font non en masse, oui, mais du coup, il ne faut pas le faire en effet trop rapidement, ouais, sinon il y a cette impression-là, et ouais, cette impression, elle n'est pas cool. Et les gens pensent vraiment, il y a aujourd'hui une sorte de croyance oui. que les IA analysent des CV, alors qu'aujourd'hui, aucun ATS ne fait ça. C'est vraiment une croyance. Merci. Du coup, j'ai une autre question d'Anthony. Je suis totalement d'accord avec ce tact, mais que faire lorsqu'on commence un entretien et qu'on voit après 5-10 minutes que le ou la candidate ne correspond pas du tout, alors que son CV indiquait l'inverse? Est-ce qu'on passe pour des méchants quand même? Tu te lèves, tu l'engueules et tu dis genre mais qu'est-ce que tu fais là? Non, je dirais il y a deux méthodes. La première, c'est de dire que l'entretien ne durera pas par exemple 1 heure, mais 30 minutes. Et du coup, toi, au bout de 30 minutes, tu peux arrêter l'entretien. Et donc, par contre, si ça marche et si finalement ça dure plus longtemps, on garde la personne 1 heure. Donc, moi, c'est souvent ce que je faisais en pratique. Comme ça, du coup, ça m'assurait de ne pas perdre du temps pendant 1 heure d'entretien. Si au bout de 30 minutes, je me rendais compte que ça n'allait pas, j'arrêtais l'entretien parce que la personne, de toute façon, je lui avais dit, ça durait 30 minutes. Et si je continue, je lui dis, bah, vraiment, votre profil est hyper intéressant. Est-ce que vous avez 30 minutes devant vous pour qu'on continue? Souvent, les candidats, ils prévoient une plage horaire suffisante. Et donc, comme ça, ils sont flattés et tout le monde est content. Deuxième chose, par contre, si vraiment en fait on se dit au bout de 5 minutes ça marche pas du tout, on peut très bien arrêter l'entretien en cours de route, mais c'est tellement négatif comme approche que ça vaut pas le coup. Donc du coup, la première solution est un bon palliatif. Et en fait, en soi, si au bout de 5 minutes on pense que ça le fait pas, peut-être que c'est qu'on n'a pas les bonnes questions. C'est Mmh. très dur en 5 minutes d'évaluer une personne. Enfin, personne, moi, je sais pas faire. J'ai Mmh. fait, je sais pas, peut-être 4000 entretiens dans ma vie en tant que recruteur. Je ne sais pas en 5 minutes évaluer quelqu'un. C'est impossible. C'est uniquement des préjugés et des biais. Et donc, pousser un petit peu plus et se dire, bah mince, mon cerveau me fait croire que ça marchera pas. Allez, vas-y, je rame pendant 15-20 minutes de plus et j'arrêterai au bout de 30 minutes. C'est souvent en fait une croyance. Et moi, dans mes meilleurs recrutements, il y a des gens où je me dis, waouh, ça part super mal. Et en fait, ils se rattrapent. Ouais, Ou pareil, il y a des gens qui sont tellement stressés que des fois, les 5 premières minutes, ils sont pas encore à l'aise. ouais. Et ensuite, on parle de leur expérience et du coup, ça les rassure et ils sont contents et ils s'ouvrent. Il y a des gens, c'est des diesels. Genre, au début, si c'est froid en plein hiver et qu'il fait -10, ils avanceront pas. Je sais pas si tu Ouais. comprends de cette phrase. Si, si, c'était pas mal. Et du coup, je vois l'heure 59. On va prendre une dernière question de Céline. L'IA dans le recrutement, effet de mode ou vrai outil d'amélioration? Euh, il y a les deux. À date, il y a beaucoup d'effets de mode, il y a beaucoup d'effets d'annonce de gens. Enfin, je recommence ma phrase. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui créent des solutions IA qu'on veut nous vendre en masse. Donc, il y a plein de boîtes qui se créent en disant j'ai créé la révolution par l'IA et le sourcing et tu pourras en 5 minutes avoir accès à 1000 candidats qualifiés. Il y a beaucoup de bullshit. Il faut faire OK. hyper gaffe aux vendeurs de solutions qui profitent d'une tendance pour vendre un truc qui est trop cher et pas nécessaire et pas efficace et souvent avec des données qui sont volées sur Internet.
Ça, du coup, c'est le côté négatif des choses. Côté positif, moi, je pense qu'il y a plein de parties du métier de recruteur qui vont être révolutionnées par l'IA. Encore aujourd'hui, tiens, je rajouterai d'ailleurs dans ma petite, le petit cadeau là, dans le QR code, l'article que je t'ai envoyé tout à l'heure, Mylène, qui est trop Ouais. chouette, où en fait on nous dit que l'IA n'est pas là pour piquer nos jobs, l'IA est là pour piquer la partie chiante de nos jobs. En gros, grâce à l'IA, on n'aura plus besoin de faire le matching direct, on n'aura plus besoin de faire de la prise de rendez-vous, on n'aura plus besoin de faire des réponses négatives personnalisées, plus besoin d'adapter le sourcing au profil du candidat parce que ça pourrait être fait tout seul. Et donc en fait, les parties qu'on n'aime pas et les parties chiantes vont être révolutionnées et vont être vraiment aujourd'hui améliorées par l'IA. Et donc je pense qu'il faut faire hyper attention juste aux gens qui veulent vous vendre des trucs par rapport à l'IA. Il y a plein de gens qui en profitent, mais comme tout changement, en fait, qui dit changement dit opportunité business, et Mhm. donc on y va et on vend des trucs. Mais derrière, moi j'ai confiance que ça va vraiment aider à ne plus avoir cette partie ingrate du job de recruteur que personne n'aime faire, qui a zéro valeur ajoutée et qui va être remplacée par de l'IA. Donc je suis ambivalent. Super, merci. Et du coup, j'en profite pour faire ma transition. Dis-moi. Tadadam. Est-ce que je passe la slide Ouais, suivante? Attention, vas-y, attention, vas-y, attention. vas-y. Guillaume Alexandre. Ouais, voilà, donc c'est le prochain webinaire qui aura lieu le 10 juin. Vous pouvez déjà vous inscrire. Karima vous envoie le lien dans le chat. L'IA accélère, les RH face à une transformation impossible à ignorer. Donc, on vous attend nombreux le 10 juin à 11 heures. Et Guillaume étant tellement incroyable dans tout ce qu'il raconte qu'en effet, il faut aller écouter. Je bloque mon 10 juin, même si je crois que je serai sur la route à cette heure-là, mais c'est pas grave, j'écouterai dans la Tu auras voiture. le replay au pire. Ouais, exactement, j'aurai le replay. Mais ne ratez pas n'importe quelle prise de parole de Guillaume Alexandre. Cette personne est un dieu du recrutement et donc il faut aller écouter ce qu'il nous raconte. Tu as encore mieux vendu le T'as vu? webinaire que moi. Trop bien. J'adore Guillaume. Et du coup, j'en profite aussi, vous allez recevoir le replay du webinaire. On a eu pas mal de questions de savoir si on allait avoir les slides, donc vous aurez le replay du webinaire par email. Trop bien. Et j'en profite aussi, vous allez recevoir un petit questionnaire quand vous allez fermer le webinaire, où là, on va vous demander votre avis. Il n'y a rien d'obligatoire, mais si vous avez quelques secondes pour le remplir, ça nous ferait très plaisir d'avoir vos retours et aussi de savoir ce que vous avez Oui. envie de voir pour les prochains. Clairement, merci pour vos retours d'avance. Ça nous toucherait beaucoup d'avoir des retours vrais et authentiques et transparents. Si vous n'avez pas aimé, dites-le nous. Oui, mais c'est sûr qu'ils ont aimé. C'est sûr qu'ils ont aimé. Merci beaucoup en tout cas Léo, pour ce webinaire. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. On était vraiment ravis de t'avoir pour ce webinaire Job Cloud. Merci pour l'invitation, c'était très chouette. Et puis bonne journée tout le monde. À bientôt tout le À monde. bientôt.